C'est le temps des cerises sur un air de commune. Une terrasse ensoleillée sur le pavé de Montmartre ou sur celui de la butte aux Cailles. On surplombe la cité, on papote, oisif, on se laisse griser par la charmante effervescence de cette cité capitale. La Môme Piaf l'a chanté, les Zazous, les Titis l'ont dansé, Vian, Bruant et Prévert nous l'ont raconté. Voilà plus de 2 millénaires que cette cité fait parler d'elle. 2000 ans qu'elle attire la convoitise et qu'elle attise le feu de sa réputation. Paris, vous le savez, c'est ce qu'on dit, ne s'est pas construit en un jour. En fait, la région est habitée depuis la préhistoire. La Seine offrait le poisson en abondance, les forêts alentour le gibier. Les Parisis, humbles communautés franques et premiers habitants de notre capitale, s'en contentaient aisément. Il faudra attendre les légions romaines pour que la cité connaisse ses premières heures de gloire. Le destin alors de Lutèce s'emballe. Arène, aqueduc, Thermes de Cluny en témoignent. 3 siècles plus tard, les Germains s'en mêlent, la ville se replie sur l'île de la Cité, on la proclame Paris, en rendant hommage à ses premières amours. L'extravagante et démesurée Paris est née, elle va tisser sa toile. Les églises s'élèvent, les quartiers se développent, Paris devient un univers aux innombrables villages construits et peuplés par des hommes et des femmes de toutes les races et de tous les horizons. Toutes les provinces s'y installent, en formant des clans aux traditions diverses, que suivent des mélanges audacieux qui formeront à terme l'identité parisienne unique et multiple à la fois. Montmartre domine de sa butte, Belleville, le Marais, les buttes Chaumont et puis Ménilmontant. En fait, tous ces villages qui ont une histoire à raconter. Aujourd'hui, l'histoire continue. Paris, au hasard d'un coin de rue, offre encore un parfum bucolique et une âme rurale. L'artisanat au bord d'un canal, une fête de quartier à 3 pavés de la place des Fêtes, des jardins et des cerisiers en fleurs qui colorent la cité. Alors découvrons ensemble les villages et les gens de Paris. Paris se situe au cœur de l'Île-de-France et ses 2 155 000 habitants sont répartis sur 10 539 hectares. Pour le monde entier, Paris, c'est la Tour Eiffel, l'Opéra, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées et leurs boutiques de luxe, sans oublier Pigalle et Saint-Germain-des-Prés. Pourtant, il existe dans Paris une multitude de villages qui ont conservé authenticité, fidélité aux traditions et convivialité. Nous allons aujourd'hui, avec la complicité de Jocelyne la boulangère, de Laurence et de son chien Hercule, et de leurs amis artisans et artistes, découvrir quelques aspects de villages des 10e, 13e et 19e arrondissements. Première étape, le quartier de la Butte aux Cailles, situé au sud-est de Paris. La Butte doit son nom à la famille Caille, qui s'y installa au XVIIe siècle. Longtemps habitée par des chiffonniers et des bandits, la Butte ne fut rattachée à Paris qu'en 1860. C'est le 25 mai 1871 que les canons de la Butte, en bloquant les Versaillais plus de 24 heures, sauvent une partie des communards, en l'honneur de qui Jean-Baptiste Clément composera Le Temps des Cerises. Ouais, et toi? Oui, je crois que je t'appelle ce soir pour savoir le repas de ce soir. Ah, d'accord, notre repas comme d'habitude. Voilà, enfin, moi je voudrais une baguette. Hein? Ouais. Je t'appellerai parce que je ne sais pas à quel moment ça se passe, tout ça. Hein? On verra, ouais, ok, bien sûr, Voilà. pas de problème. On parle. D'accord. Tu mets ça sur ma note, hein, sans oublier. Hein. Voilà. Voilà. Au revoir. Au revoir. C'est le village, ici c'est notre village, à tous, on se connaît tous, on fait des réunions, on fait des fêtes, on fait le Beaujolais nouveau, on fait la galette des rois, on est tous à se réunir, c'est très sympa. On a créé une kermesse qui a été la kermesse de famille, qui était super sympa. Alors donc on a fait la course en sac, on s'est tous retrouvés, les enfants, le clown, on avait un petit clown de quartier aussi. C'est peut-être une erreur et nous nous sommes trompés. La Butte aux Cailles, c'est aussi une multitude de petits cafés où se retrouvent les étudiants, de restaurants chaleureux et douillets, investis par des chanteurs réalistes. Le Temps des Cerises en est un exemple typique. On le saurait déjà. Ce
Ce n'est pas un acide, les songes sont trop blêmes. C'est peut-être une erreur et nous nous sommes trompés. C'est sûrement un espoir, mais il nous tient vivants. La chanson fait partie de l'histoire de Paris. Elle fait partie des bistrots. Et les bistrots font partie de l'histoire de Paris. Donc tout ça est très uni et indissociable. C'est un îlot où il y a un peu de fraternité. On voit au moins qu'il en reste encore un peu sur Terre. C'est pas non plus garder les moutons dans le Larzac, parce qu'on reste avec la réalité tous les jours. Enfin, on est peut-être moins de misère, moins de violence, il y a peut-être moins d'aliénation. C'est un peu plus doux. Et il y a surtout plus de chaleur. Ici, on est tranquille. Il y a une autoprotection qui s'est créée. Il y a une espèce de solidarité qui aussi naît au fil des années. Il y a un lien ici entre 40, 60 personnes sur le village de la Butte, qui n'est qu'un petit triangle. Nous, on appelle ça le triangle d'or. La Butte aux Cailles, c'est quand même la dernière barricade de la commune. C'est le départ de la Montgolfière, c'est la Bièvre, qui est souterraine et qu'on entend de temps en temps. Donc on y est bien. Et on veut y rester. Il n'y a pas de cimetière, donc c'est pas ici qu'on va mourir non plus. Donc c'est bien. On est de passage. Toujours dans le quartier, quittons la Butte aux Cailles afin de rejoindre la Cité Fleurie et ses jardins secrets. Ce quartier fut construit en 1889 à partir des matériaux de récupération de l'exposition universelle. Destiné principalement aux artistes, il accueillit notamment Rodin et Modigliani. La Cité Fleurie a été classée site historique en janvier 1976. Non pour son architecture, mais pour la beauté de ses jardins, que les artistes soignent avec amour et talent. C'est le cas de Pedro le peintre et de Serge le sculpteur. C'est très agréable de travailler dans un endroit comme ça. C'est vrai que c'est un endroit un petit peu à part qui vivre dans un atelier normal. Puisqu'on peut avoir un jardin. La preuve, c'est qu'on est ici et pas ailleurs. Vous voyez, les foules sont en vacances, nous on est ici. Salut Alfredo. Bon, je viens de finir d'arroser le jardin. Alors on commence avec partie des chèques. Oui, si tu veux. Bon bah vas-y. Bah, c'est fini les vacances, bientôt il va falloir commencer à travailler. Là. Voilà. Alors on tape ça. Serge, je vais te voir. Ça va? Ça va. Alors comment ils vendent les plantes là? Les plantes? Oui. C'est que je les récupère. Oui. Ouais. Voilà, on paye. D'accord. C'est par là. Tu connais le chemin de toute façon. Ouais. Voilà. Alors, voilà, tu vois, c'est le petit arbuste là qui est là. Ah mais dis donc, il a des feuilles. Ça a pas mal évolué quand même. Parce que j'avais taillé pas mal, tu vois. Ouais, bon, il y a quelques petites Ça feuilles. c'est un tulipier, tu sais que ça, Ouais. ici ça va prendre... Ouais. Ben, là, je l'ai mis à côté d'un noisetier que j'ai planté il n'y a pas très longtemps non plus. Avant, j'avais un petit local qui était tellement réduit que ça ne pouvait pas ne pas me satisfaire, parce que vraiment, un endroit pareil en plein Paris, c'est quand même merveilleux, non? Je crois qu'on ne peut pas trouver mieux, je pense. Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment à leur façon.
que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait des tas de printemps et le printemps fait l'amour. Laurence de Villeneuve connaît bien les villages de Paris et leurs habitants. Elle a beaucoup voyagé de quartiers en quartier et sa convivialité lui a permis d'être adoptée très vite dans le village du 10e. Ce quartier a été une révélation pour moi parce que je vivais dans le 16e chez mes parents pendant 17 ans. Et je me suis retrouvée en me mariant dans un quartier que je ne connaissais absolument pas auparavant. Et ça a été pour moi, j'avais l'impression de partir de Paris et de me retrouver dans un village à la campagne. C'est un quartier où il y avait beaucoup d'artisans, il y en a quand même moins maintenant, mais il y en a encore. Beaucoup de gens âgés, ce qui fait que très très rapidement, on se connaissait tous. Surtout alors que quand on est nouveau, les gens vous demandent d'où vous venez, pourquoi vous arrivez là, etc., etc. Et ça m'a complètement fascinée. L'une des particularités de ces personnages hauts en couleur réside dans le fait que pour se déplacer, il lui arrive de pratiquer le bateau-stop. Je peux monter ? Je pense que oui. C'est ainsi qu'elle a rencontré Steve Zad, d'origine anglaise, guide et clarinettiste du canal Saint-Martin. Le canal Saint-Martin date de 1825 et suit la construction du canal de l'Ourcq, qui a été creusé par Napoléon Ier dans le but d'alimenter Paris en eau potable. Le bassin de la Villette, qui se trouve après le pont de Crimée, c'était un lieu splendide, magnifique, un lieu de promenade pour la bourgeoisie parisienne. Il y avait des fêtes nautiques sur l'eau, les hivers sévères ont patiné sur l'eau gelée du bassin de la Villette. C'était à l'origine un réservoir d'eau potable, donc alimentant les fontaines publiques de Paris. Et la première fontaine alimentée par cette eau, c'était la fontaine des Innocents, à côté des Halles. Et puis en 1860, tout a changé. En 1860, Paris a explosé. Il y a eu des annexations de villages autour de la capitale, 16 en tout. Et à ce moment-là, la population de Paris a triplé, 12 arrondissements sont devenus 20, et c'est la fin du village de la Villette. Le canal Saint-Martin, c'est une évocation d'un vieux Paris populaire, un Paris cinématographique, un Paris qui est bourré d'une histoire tout à fait populaire. On découvre le long du canal Saint-Martin la façade de l'Hôtel du Nord, par exemple, et ça évoque toujours ce film. Le film n'a pas été tourné sur scène. Le film a été tourné dans un studio à Boulogne-Billancourt. Les gens disent toujours oui, mais l'Hôtel du Nord, ça n'a pas été tourné sur scène. Ça n'a rien à voir avec le canal Saint-Martin. Et c'est faux, parce que le film Hôtel du Nord a été tourné d'après un roman. Et le roman Hôtel du Nord, écrit par un écrivain mieux connu à l'époque, son nom Eugène Daby. Et Eugène Daby, il était le fils du propriétaire du vrai Hôtel du Nord. Si certains Parisiens avouent ne pas connaître Paris, cela se conçoit lorsqu'ils vous dévoilent qu'en près de 40 ans, ils n'ont jamais bougé de leur quartier. Leur vie se sont construites sur place, les amis résident dans les rues avoisinantes et le lieu de travail est à quelques enjambées. Alors pour eux, se rendre à l'autre bout de la capitale devient toute une aventure. Le long du canal, il y a plusieurs villages. Les gens se connaissent. Et une fois, c'est très curieux. Il y avait quelqu'un avec qui on bavardait à l'écluse des Récollets. Un homme qui avait 65 ans. Et cet homme, né dans le 10e arrondissement de Paris, un jour, on a invité à faire la croisière. Il a embarqué à l'écluse des Récollets et il est venu avec nous jusqu'au musée d'Orsay. Et il nous a dit qu'il n'avait jamais vu la Seine de toute sa vie. Il avait passé toute sa vie dans le 10e arrondissement de Paris et il n'avait jamais vu la Seine. Et je pense que ça montre à quel point il y a un côté village
dans cet arrondissement de Paris. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu, il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Sur les bords du canal, la cristallerie Schweitzer date de 1890. Elle emploie à ce jour 5 personnes dans ses ateliers et tente à préserver le noble métier de cristallier. Les machines-outils, entretenues et bichonnées, fonctionnent depuis le début du siècle. Ici, on restaure, on transforme et on redonne vie à des objets brisés par mégarde. On répare tous les services possibles, Baccarat, Saint-Louis, Dôme, La Lique, Cristal de Sèvres. Nous, on répare tout ce qui est réparable. Hein. Tout ce qu'on peut sauver, on le sauve. Hein. On refait faire la fabrication et nous, après, on refait tous les décors. Alors que dans les 3 quarts du temps, dans les usines, ils polissent tous à l'acide. Et nous, on polit encore à l'ancienne, on polit encore à la main. Avec des roues de liège, puis des roues agglomérées. C'est du liège naturel. Tout ceci est du matériel racheté sur les brocantes, dans les ventes, pour disposer de pièces réellement anciennes et réparer les pièces possibles. Vous avez des pièces ici qui sont là depuis 1900. C'était déjà une pièce très ancienne par son épaisseur, qui a probablement autour de 70 ans. Qui ne servira peut-être jamais, mais qui fait partie du stock. Et qui un jour peut rendre un gros service. Très vieux flacon à parfum, superbement taillé, introuvable aujourd'hui. Ça, c'était en 4 morceaux. Avec un morceau de la voile, on a fait un presse-papier. Et on a taillé le socle, fait à l'intérieur une fente. On a glissé la pièce dedans et on a recollé le tout. Vous avez là une très belle salière dont les intérieurs sont refaits. Ils ont une particularité. Ils sont totalement ronds sur les bords. Celui-ci est encore plus amusant puisque c'est ovale et avec rebord. Pas de là, proche des écluses, découvrons un atelier pas comme les autres, celui d'un fabricant de boucles de cheval. Jean-Marc Pourcin, 4e du nom, dirige une entreprise de 150 personnes qui œuvrent sur des machines datant de 1920. Cette manufacture crée des pièces de luxe pour les attelages, mais dénombre parmi ses clients de grands noms, tant en haute couture qu'en maroquinerie. Nous sommes ici depuis 1892, dans ces murs, et que donc l'entreprise a été créée par mon arrière-grand-père, qui a commencé dans les matériels pour les chevaux, les boucleries pour les harnais de chevaux, et puis qui a su, à la disparition des chevaux, bifurquer, si on peut dire, vers les articles pour la maroquinerie. Nous avons repris depuis quelques années des pièces pour les chevaux, essentiellement pour les harnais d'attelage, et nous fournissons divers selliers harnacheurs qui produisent donc des harnais pour les attelages en France et en Europe. Et puis ce qui nous plaît surtout beaucoup, c'est de faire donc des pièces à la demande des clients, des pièces spéciales, y compris sur des modèles présentés par les clients, qui permettent aux harnacheurs de faire des harnais de gala absolument superbes.
en utilisant donc diverses pièces qu'on peut leur montrer, comme celle-ci qui a servi un harnais pour 6 chevaux, reconstituant un harnais de l'empereur d'Allemagne. Et puis celle-ci qui est une pièce qui a été sur le harnais qui a été refait pour le mariage du prince de Danemark l'année dernière. Non loin du canal, rendons une petite visite à la famille Katsaras. Grégory et ses parents sont à la tête d'une fabrique d'éponges créée en 1890. Ces éponges, pêchées en Méditerranée, devront subir divers bains et traitements avant d'être commercialisées auprès des particuliers, des entreprises et même des haras. C'est une éponge qui est plus pour la décoration dans cette dimension comme ça. Mais disons que si on devait la vendre pour le peintre inutilisable dans cette forme-là, il faudrait la couper en une dizaine de morceaux. En suivant le tissu de l'éponge, en suivant la dimension qu'on a besoin. Mais bon, l'éponge nous impose aussi une coupe du tissu. Regardez, madame, la douceur de l'éponge. Pour la faïencerie, pour le démaquillage, ça se fait plus beaucoup. Mais pour la faïencerie, oui. Regardez la douceur de l'éponge. La douceur, mais aussi le grain. C'est le grain qui fait cette douceur-là. Toute cette fine. C'est ce qu'on appelle une fine, ce qu'on appelle des oreilles d'éléphant. Moi, je suis ici depuis 53. Ça fait donc 43 ans. Mais mon grand-père, mon oncle, mon frère, on était dans ce métier-là. Depuis grand-père. Et c'est Grégory donc qui a pris la suite. Ça fait quand même quelques 5 générations. Hein? Ça fait Prosper Bado, Charles Bado, Henri Bado, moi et Grégory. Ça fait 5 générations. Sans compter les grands-parents des grands-parents. Tout à fait. Alors voilà, ça ce sont des balles d'éponge. Voilà comment elles arrivent de Tunisie, en toile de jute. On les ouvre, on les met dans les sacs pour les laver. Et voilà, ça ce sont des éponges brutes. Hein, quand on les voit comme ça fait pas joli. Mais quand on les mouille, vous allez avoir les pièces, les grosses pièces comme on vous a montré tout à l'heure. Alors bien sûr, comme ça sort de la mer, si on pouvait donner le sens olfactif à l'image, on sentirait la mer, on sentirait l'iode, on sentirait les vacances. Donc tout ça, c'est brut, avant de laver. On les coupe selon les besoins du marché. Et une fois qu'elles seront cisaillées, ça prend quand même, disons, une autre gueule. Chaque occasion que je travaille sur le canotier, je joue la clarinette dans la voûte souterraine. C'est quelque chose qui me plaît énormément, parce que ça me donne l'occasion de faire dans mon travail quelque chose qui me passionne, qui me plaît énormément. Et l'acoustique de la voûte souterraine est extraordinaire. On peut aller d'ici jusqu'à Moscou si on veut, par les canaux, les fleuves de l'Europe, tout à fait. Le bassin de l'Arsenal, qui se trouve juste au-dessus de la Seine, sur le canal Saint-Martin, est devenu le port de plaisance de Paris, et bourré de bateaux qui viennent de partout dans le monde entier. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait 2 à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus.
Alors quelle importance, le nom du bal perdu? Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu.